On est prêt? Parti. Dieu et l'évolution. On va commencer avec la question des enjeux. Quels sont les enjeux? Je vois trois enjeux importants. C'est l'historicité de la Genèse et la véracité générale de la Bible, l'exactitude de la science moderne et les présuppositions de base de tout le monde. Donc, c'est parti. Pour le premier point, je crois qu'il est clair qu'une lecture littérale du récit de la Genèse et la création du monde est en conflit avec ce que dit la science aujourd'hui. Voilà, c'est assez évident. Certains essaient de réduire l'écart en disant que c'est un récit symbolique. Je vais traiter vraiment brièvement cette question. Alors, je suis d'accord que dans ces 2-3 premiers chapitres de Genèse, il y a un fort symbolisme. Je vais donner un exemple. Il y a un serpent dans ce jardin. Et dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il est question d'un vieux serpent qui est Satan. Donc on peut voir qu'il y a un symbolisme, cet animal symbolise Satan. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout le récit est purement symbolique? Je ne crois pas. D'abord parce que c'est écrit et construit dans l'hébreu comme un récit historique et non pas comme une forme de poésie. Ça continue sans coupure, sans discontinuité de style dans l'histoire qui suit. Deux autres raisons. Jésus clairement considérait que Adam et Ève étaient des personnes ayant réellement existé. Pas simplement des symboles. Et Paul va baser plusieurs arguments théologiques sur l'existence réelle d'un Adam et d'une Ève. Par exemple, il dit que la mort est entrée dans le monde par Adam. Alors, si l'évolution classique est juste, ce que Paul dit est faux. Difficile de concilier ces deux affirmations. Par contre, si il a raison, ça conduit au fait que réellement la mort, le péché est entré par là. C'est une conséquence réelle d'un acte historique réel. Si on a des millions d'années de mort avant le jardin d'Éden, on a un problème à résoudre, un gros problème. Ça veut dire que l'évangile n'est plus l'évangile, parce que il répond à l'invasion du mal dans la bonne création de Dieu. Et une des conséquences, la plus forte, c'est la mort. Par la suite, donc, je ne traiterai pas la question du symbolisme, ça on peut discuter après. Je ne traiterai pas non plus la question, est-ce que Dieu a créé par l'évolution? Il faut aussi débattre. Je vais présenter des arguments pour l'historicité du récit, même avec le côté symbolique. Donc, je vais forcément remettre en question la science actuelle. Et vous allez vous dire, mais toi, t'es qui pour remettre en cause un consensus scientifique énorme? En plus, je n'ai pas étudié la science à la fac. J'ai une formation linguistique. Donc, je suis on va dire un laïc intéressé. Mais en biologie, il y a quand même un certain nombre de choses que je pense que tout le monde peut comprendre. Et j'ai quand même le droit de remettre en question les présupposés de base. Et c'est ce que je vais commencer à faire. Qu'on le veuille ou pas, tout le monde est théologien. Tout le monde a des présuppositions qu'on ne peut pas prouver. Il n'y a aucun scientifique neutre. La neutralité n'existe pas. Et derrière beaucoup de ce qui se présente comme étant la science aujourd'hui, il y a une présupposition matérialiste qui se cache. Et cette présupposition, on peut la résumer ainsi: les lois naturelles suffisent pour tout expliquer. C'est une présupposition. Dans cette conception, il n'y a aucune place pour Dieu, parce que les lois naturelles peuvent tout expliquer. Alors, ça veut dire que dans les publications scientifiques, actuellement, il est impossible pour un chercheur de publier un article qui contient la moindre référence au divin ou à autre chose que des forces naturelles. Je vous donne un exemple. Je ne sais plus les noms, mais il y a un chercheur qui a publié dans un article, dans un journal scientifique, des résultats, des recherches qui ont donné un appui à des idées créationnistes. Alors, il n'a pas fait exprès. Lui n'est pas créationniste. Et après, les éditeurs se sont plaints de ce monsieur. Il était viré de son poste.
Parce qu'on est dans un système fermé où l'idée de Dieu n'est pas permise. Donc on est dans la théologie. Alors, je vais citer un certain professeur de philosophie et de zoologie, Michael Ruse, il s'appelle. Il a écrit « L'évolution est promue par ses adhérents comme une idéologie, comme une religion laïque. Une alternative cohérente au christianisme sans le sens ou la moralité. Je suis évolutionniste, ardent et ex-chrétien, mais je dois avouer que les littéralistes ont raison, l'évolution est une religion. » Par définition, Dieu est non scientifique. Donc on l'a exclu de l'équation. Et on est dans un raisonnement circulaire et fermé. Donc ce qui veut dire que même si la meilleure explication pour les faits observables est une intelligence créatrice, on va écarter cette hypothèse automatiquement. Dans les milieux académiques, en tout cas. Donc, ces milieux seront toujours dominés par des théories qui ne laissent aucune place à Dieu. C'est ce qu'on appelle le matérialisme scientifique. Mais ce n'est pas une position philosophique obligatoire pour pratiquer la science. Si on regarde dans l'histoire, tous ces hommes, ces grands scientifiques, Newton, Pascal, Pasteur, Cuvier, Faraday, Joule, Mendel, Kelvin et d'autres, avaient une foi en un créateur. Ça ne les a pas empêchés de faire de la bonne science. Au contraire, ça leur donnait la confiance d'explorer l'univers parce qu'ils se disaient, il y a de l'ordre, il y a du sens, ça vient de quelque part. Quelles sont mes présuppositions? Je présume que Dieu existe. Je vais l'avouer, pour les raisons que je n'ai pas le temps de raconter, mais pour plein de bonnes raisons, logiques, plus expérience, etc. Donc, on peut questionner les présuppositions. Et on peut aussi questionner la science. Qu'est-ce que la bonne science? On peut dire qu'une définition large de la science, c'est l'art de savoir les choses avec confiance. C'est une définition large. Malheureusement, les créationnistes sont très souvent caricaturés comme étant anti-scientifiques. Mais c'est de la calomnie. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut distinguer entre la science opérationnelle et la science historique. La science opérationnelle, c'est ce que vous faites dans un labo. Physique, chimie, des expériences que vous pouvez répéter et revérifier. Voilà. Par contre, la science historique sera toujours basée sur des incertitudes parce qu'on n'était pas là. Et on ne peut pas reproduire exactement, avec une confiance parfaite, les conditions de l'époque, aujourd'hui, dans un laboratoire. Donc plus on remonte dans le passé, plus on est dans la conjecture et l'hypothèse. Et plus c'est fragile. Donc il faut distinguer ces deux formes de science. Et très souvent, les médias ne le font pas. On va entendre, maintenant nous savons que l'homme a émergé de l'Afrique subsaharienne. Nous savons. J'ai entendu il y a quelques mois, en fait, une hypothèse que c'est plutôt le Maghreb. Donc ça, mais on va présenter comme un fait. Et il y a pas très longtemps, j'ai lu ce livre qui s'appelle Short History of Nearly Everything, c'est en anglais. Très intéressant, c'est un athée qui a écrit ce livre, il s'appelle Bill Bryson. Super style, c'est marrant. Et il essaie de présenter à des gens non informés ce que les scientifiques disent aujourd'hui sur le début jusqu'à aujourd'hui. Du Big Bang jusqu'à hier. Et je vous donne un exemple. Donc il interviewe des dizaines de scientifiques très très pointus dans les domaines. Et donc par exemple pour l'évolution humaine, il interviewe, je ne sais pas, 10, 15 pointures. Et il est étonné de découvrir, en fait, qu'ils se contredisent tous. Et que contrairement à cette image qu'on a tous un peu lisse de l'homme qui vient graduellement du singe, en fait il ne sert à rien. Sauf que c'est juste que lui, il a l'humilité et l'honnêteté de le dire. Chacun présume que l'autre a la preuve. Et au final, on ne trouve nulle part la preuve. Et sa conclusion, en gros, c'est on n'a aucune idée. Mais c'est toujours présenté comme un fait. Donc tout le monde a la foi. Les scientifiques matérialistes ont la foi dans des choses qu'ils ne voient pas. Je vais vous donner 6 exemples. Des convictions qui sont impossibles à prouver ou à vraiment démontrer. Alors, ces choses sont pour moi tout à fait comparables à une foi en Dieu. Et c'est une alternative, si vous voulez. Première chose, la conviction que tout est venu de rien.
Et ça contredit tout ce que nous voyons dans la nature. Tout ce qui a un début a une cause. Donc l'univers, tout le monde est d'accord, a un début, il a donc une cause. Et l'hypothèse croyante, théiste, postule une cause non causée. Dieu est éternel, donc n'a pas de cause. Vous suivez? On peut comprendre la logique, on dit quoi que ça le dépasse, mais c'est quand même logique. Dire que tout est venu de rien n'est pas logique. Deuxième conviction, article de foi, la matière et l'énergie noire. Vous avez entendu parler de ça? Ouais. Ok. Selon le modèle du Big Bang, selon les lois de la physique démontrées, on a un gros problème. La formation des étoiles et des galaxies est impossible. Qu'est-ce qui se passe avec les gaz? Un gaz se dilate pour remplir l'espace. Comment est-ce que le gaz s'est concentré pour former des étoiles et des galaxies? Il n'y a aucune explication. Sauf à postuler que 96% de l'univers est composé d'énergie ou de matière invisible. On appelle ça la matière noire. Il y a des décennies d'expériences extrêmement coûteuses, les accélérateurs de particules, etc., qui ont trouvé zéro trace, zéro preuve, zéro indice. C'est un article de foi. Donc, cette théorie s'appuie sur un fondement pas très solide. Ensuite, l'existence de multiples univers. Notre univers est tellement finement réglé pour l'apparition de la vie, les constantes physiques, etc., sont tellement finement réglées, c'est mieux qu'une horloge suisse, pour permettre à la vie d'exister, que ces matérialistes ont du mal à réfuter l'idée que l'univers était conçu exprès pour la vie. Alors, comment est-ce qu'ils évitent le problème? Ils disent qu'il y a une infinité d'univers parallèles. Le problème, c'est qu'on ne les a jamais vus. C'est impossible de les voir. C'est aussi un article de foi. Et puis l'origine de ces univers est toujours tout aussi mystérieux. Quatrième article de foi, c'est les lois de la physique et de la nature. Dans un univers sans Dieu, sans intelligence, qui est aléatoire, hasardeux, l'existence de lois aussi précises et formelles et sans exception que ce que nous observons est inexplicable. Si nous croyons qu'il y a un législateur derrière les lois, ça explique quand même la chose, qui les applique. Ça résout un mystère qui n'a pas de résolution sinon. Cinquième article de foi, c'est l'apparition de la vie. Je vais en parler tout à l'heure. L'ADN est un code hyper puissant, plus performant que nos meilleurs systèmes informatiques. Aujourd'hui, il y a un prix d'1 million de dollars pour quiconque trouve une explication, ne serait-ce que partiellement crédible, pour l'apparition de la vie. Et personne n'est prêt de gagner ce prix. Et donc, on va dire, c'était des extraterrestres. C'est venu... Mais personne n'a vu ces extraterrestres. C'est toujours la foi. C'est toujours pour remplacer Dieu. Et le sixième article de foi qu'on va développer plus longuement, c'est l'évolution néo-darwinienne. Donc, c'est-à-dire, je vais expliquer dans un instant. C'est quelque chose qui est théoriquement joli, mais qui n'a jamais été vraiment observé. Et je vais vous le montrer. Pour ce faire, il faut que j'explique, qu'on définisse le mot évolution. Dans un sens large, ça veut dire changement. Les choses ont évolué. Et dans ce sens-là, oui, il y a eu évolution. Il n'y a pas un seul scientifique, croyant ou pas, qui croit que le monde d'aujourd'hui est identique à celui d'il y a, il y a quelques milliers ou millions d'années. Personne ne croit ça. Et donc, il n'y a pas de fixiste. On observe aussi l'apparition de ce qu'on peut appeler des sous-espèces. Pensez aux chiens domestiques. On a créé des races qui n'existaient pas avant, n'est-ce pas? Et les créationnistes seraient d'accord, par exemple, avec les évolutionnistes pour dire que tous les ours ont probablement un ancêtre commun. La question, c'est la limite. On va voir dans un instant. Là, il s'agit de micro-évolution ou d'adaptation ou de spéciation, c'est-à-dire la prolifération des espèces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces nouvelles espèces, entre guillemets, ont moins d'informations génétiques que les prédécesseurs. Alors, vous prenez un chihuahua.
C'est un petit peu comme si vous avez un jeu de cartes, c'est le génome de base, et vous enlevez les As et les Rois, et vous avez les 2 et les 3, vous avez le Chihuahua. Il est plus faible, il ne va pas survivre longtemps dans la nature, le Chihuahua. Il est plus fragile, il a moins d'informations, il est moins robuste. Toutes les races pures sont plus susceptibles aux maladies, etc. Donc on a enlevé de l'information. Ça, c'est le problème. Ça va dans le sens contraire de l'évolution couramment acceptée, dans le sens macroévolution. C'est ça le sens qu'on va discuter aujourd'hui, macroévolution. Donc le passage du microbe à l'homme. Et pour que cette évolution-là puisse être vérifiable, il faut qu'on démontre comment est-ce qu'une quantité colossale d'informations a été rajoutée dans le génome. Et le mécanisme qui est proposé, c'est des mutations aléatoires et la sélection naturelle. Le problème, c'est que les mutations vont toujours dans le mauvais sens, vont toujours dans le sens de la dégradation et de la perte d'informations. Et le mécanisme de la sélection naturelle est beaucoup trop grossier pour expliquer la précision et la perfection de tout le vivant. Donc, j'ai parlé combien de temps? 15 minutes. Je vais vous présenter 7 arguments, on va couper en deux pour un temps de pause, 7 arguments à considérer pour montrer que cette hypothèse de l'évolution, macroévolution, n'a pas été observée et ne pourra jamais l'être. Premier argument. Ah oui, voilà, j'ai oublié juste pour vous expliquer clairement. Alors, j'ai pris l'ancienne classification du vivant. Donc, ce que disent les créationnistes, c'est que à partir d'un certain niveau d'homogénéité, à savoir les espèces qui peuvent se reproduire entre eux, il y a probablement un ancêtre commun. Donc, le lion, il peut se reproduire avec le tigre. Il y a fécondité possible. Donc, il appartient à une même famille, les félins. Par contre, tous les carnivores ne peuvent pas se reproduire entre eux. Donc, eux n'ont pas d'ancêtre commun. Voilà, donc petite précision. On vient maintenant à cette histoire de l'origine de la vie. Voilà. Premièrement, l'ADN est absolument impossible à expliquer. C'est composé d'acides aminés, animés aussi, qu'on peut produire chimiquement. C'est un peu comme des lettres, il y a 4 lettres. Et les molécules qui sont produites, si on les produit comme ça au hasard, sont soit droitiers, soit gauchers. Ça veut dire qu'il y a un sens, il y a une dissymétrie, et on les produit en quantité égale, droite et gauche. L'ADN est composé uniquement de droitiers, donc des centaines et des milliers de droitiers, et les protéines sont composées uniquement de gauchers, des centaines aussi. Quelles sont les chances que ces droitiers se mettent tous ensemble par hasard? On a calculé les chances. Pour le premier brin d'ADN, une chance sur 10 puissance 600, 10 suivi de 600 zéros. Pour analogie, comparaison, l'univers, on pense, contient 10 puissance 80 particules. Et les mathématiciens disent qu'une impossibilité est au-delà de 10 puissance 50. Donc, nous avons quelque chose qui est 10 puissance 550 fois plus impossible qu'impossible. C'est énorme. C'est énorme. Alors, il y a un grand athée, un philosophe, c'était le philosophe le plus influent du monde anglo-saxon du XXe siècle, il s'appelle Anthony Flew. Avant de mourir, il est devenu déiste, il croyait en Dieu. Voilà ce qu'il a écrit. Il a écrit un livre intitulé « Il y a un Dieu ». Je cite. « Je suis devenu croyant presque entièrement à cause des recherches sur l'ADN. L'hallucinante complexité des arrangements nécessaires pour produire la vie, visible dans l'ADN, a démontré qu'une intelligence a dû intervenir pour que ces éléments extraordinairement divers puissent coopérer. C'est cette énorme complexité de nombreux éléments, de l'énorme subtilité de leur collaboration, la rencontre de 2 éléments au bon moment par pur hasard est tout simplement minuscule. Tout revient à cette incroyable complexité. Ça me semble clairement l'œuvre d'une intelligence. Donc l'ADN est impossible, mais on ne s'arrête pas là. La vie, ce n'est pas l'ADN. Il faut au minimum une cellule. Qu'est-ce qu'une cellule? Si on l'a gonflée des millions de fois, à la taille d'une ville, ce serait d'une même complexité que Strasbourg. Des usines, des systèmes de transport,
des systèmes de défense, de production d'énergie, etc. Et tout ça doit apparaître une seule fois, en une seule fois, tout ensemble. Parce qu'avant l'existence de la cellule, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de reproduction. Donc la sélection naturelle n'a rien à faire. La vie la plus simple qui a été trouvée capable de se reproduire s'appelle cette bactérie, je crois, Mycoplasma genitalium. Il a 482 gènes déjà. Donc il faut que tous ces gènes apparaissent par hasard pour que la vie puisse exister. Et là, on est dans un cercle vicieux qui est extrêmement complexe parce que les instructions pour fabriquer le code génétique sont elles-mêmes encodées. Les instructions pour créer l'appareil chimique qui lit le code sont encodées. Les instructions pour créer l'appareil qui met en application le code sont encodées. Où est-ce qu'on commence? Tout doit apparaître dans ce tenant. Sinon, il n'y a pas de vie. Et quand on regarde la complexité de ces machines moléculaires qui permettent la vie, c'est absolument hallucinant. Il y a des machines moléculaires qui sont comparables aux processeurs d'ordinateur, qui sont capables de recopier à différentes vitesses, différentes directions. Des machines qui réparent, d'autres qui traduisent les instructions en protéines, qui exécutent des tâches. Alors, je vais donner un exemple. Ça s'appelle un spliceosome. C'est une machine moléculaire qui fait des coupures et des ligatures dans l'ARN. Ça s'appelle l'épissage. Et cette machine est composée de plus de 300 protéines différentes. Elle doit exister pour permettre à la vie d'exister. Elle doit, venir de quelque part. Et ça, c'est la vie la plus simple. Ce qu'on appelle simple. Mais c'est ridicule d'appeler ça simple. C'est un mensonge. De dire que ce soit apparu par hasard, c'est l'équivalent de dire que mon ordinateur avec lequel j'ai préparé la préparation, un jour, est apparu par hasard sur mon bureau, par les processus naturels. C'est comparable. Et en fait, toute cette organisation va à l'encontre de tout processus chimique observable. Les atomes et les molécules ne s'organisent pas comme ça. Au contraire, ils se désorganisent. Donc, c'est une foi illimitée en le hasard qui permet d'expliquer ça. Rapidement, sur les origines de la vie, le code ADN, c'est vraiment extraordinaire. Vous savez que c'est composé de lettres, comme ça. On va prendre un petit brin. En fait, les machines moléculaires qui lisent l'ADN lisent par 3 unités. Ce qui veut dire qu'en fait, une phrase, entre guillemets, génétique, on peut la lire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce qu'on peut aussi lire dans les deux sens. C'est comme si la phrase que je prononçais avait 6 sens différents, qui produisent 6 résultats différents. C'est l'information la plus compacte qu'on puisse imaginer. Personne n'avait imaginé ça quand on a commencé à étudier le génome, que c'était aussi dense en information. Et qui dit information dit intelligence. Maintenant, je termine sur... C'était un peu long le premier point. Cette histoire de soupe primitive. Alors, il y a une expérience célèbre dans les années 50, l'expérience Miller-Urey, où on a synthétisé trois acides aminés, je crois. C'était acides aminés, je vais vérifier mes notes. C'est ça, oui. Alors, il y en a 20 qui sont nécessaires pour la vie. Donc, on a synthétisé 3. Et on a dit, voilà, on a trouvé comment la vie est apparue. C'est comme si, dans un laboratoire, dans des conditions qui n'auraient jamais pu exister sur Terre, vous avez créé les lettres A, S, I, X, et vous dites, ça y est, j'ai expliqué les œuvres de Shakespeare. C'est quasiment une preuve de l'impossibilité de la chose, au contraire. Et sans entrer dans les détails, cette soupe primitive, on a démontré qu'elle n'aurait jamais pu exister sous cette forme-là. Je conclus cette partie en disant que la plupart des biologistes darwiniens préfèrent éviter les origines de la vie parce que c'est embarrassant. Parce que c'est tellement impossible à expliquer sans intelligence. Alors, l'argument suivant à considérer, c'est l'impossibilité de rajouter de l'information nouvelle et utile dans le génome. Alors, on a visualisé ici la quantité d'informations dans votre génome. C'est plus que ça, mais
c'est au moins 100 volumes d'encyclopédie à l'ancienne. Et si vous voulez reproduire, c'est recopier en entier. C'est quelques 100 millions de mots. Et de temps en temps, vous faites une erreur de frappe. On va dire 1 sur 100 000, si on est généreux. C'est un bon secrétaire. Hein. Donc une lettre à la mauvaise place, une lettre redoublée, inversée, etc. Et maintenant, vous faites relire par un spécialiste qui élimine 9 erreurs sur 10. Ça, c'est des machines moléculaires pour vérifier. Il vous reste quand même 100 erreurs. Ça, on sait aujourd'hui, c'est environ le minimum d'erreurs génétiques par génération. Vous allez transmettre à vos enfants une centaine d'erreurs génétiques. Alors, probablement pas les mêmes que votre partenaire, c'est pour ça que les maladies génétiques sont quand même rares, relativement rares. Mais avec ces erreurs, la question est, est-ce que vous avez rajouté de l'information à votre encyclopédie? Je ne crois pas. Est-ce que quand vous avez un virus sur votre ordinateur, c'est utile? Jusqu'à présent, je n'ai jamais eu d'utile. C'est un peu le même principe, ça inverse, ça mélange, ça ne rajoute pas d'informations utiles. Le problème, c'est que dans le génome, on a bien des machines pour recopier et retranscrire, mais aucune est capable de rédiger un nouvel article. C'est impossible. Il n'y a pas de système de rédaction de nouveaux articles dans cette encyclopédie. Et tous les exemples que vous allez voir dans les manuels scolaires, entre autres, comme une mutation bénéfique, ne le sont pas réellement. En tout cas, ce sont des pertes d'informations. Deux exemples classiques, c'est la maladie qui s'appelle la drépanocytose ou l'anémie falciforme. C'est assez courant en Afrique. Et les porteurs ont un léger avantage, c'est qu'ils ne peuvent pas attraper le paludisme. Mais ils ont plein d'autres problèmes quand même. Donc, la sélection naturelle fait que, effectivement, cette maladie est plus présente dans les régions où le paludisme est fort. Mais c'est une perte d'information, c'est une dégradation qui confère dans cette situation un petit avantage. Il y a moins d'informations génétiques. On dit aussi, on parle des animaux qui vivent dans les grottes qui ont perdu leurs yeux. Et voilà, c'est de l'évolution. Non, rien n'était ajouté, quelque chose était enlevé, qui effectivement protège l'animal parce qu'il ne va pas se blesser dans l'œil et ça ne va pas s'infecter. Donc il aura plus de chances de survie. Sélection naturelle, on est d'accord. Mais aucune information nouvelle. Et si quelqu'un peut me donner un exemple d'une information nouvelle et utile à rajouter dans le génome, eh bien je mangerai mon chapeau. Et tout cela, c'est des exemples d'adaptation. C'est la micro-évolution, ce n'est pas la macro. Il n'y a pas de mécanisme de rajouter de nouvelles informations. Et ça, c'est quand même mortel pour la théorie de Darwin. Parce que si un lézard va devenir un oiseau, il faut des instructions génétiques précises pour fabriquer des plumes. Les plumes sont de différentes sortes et sont extrêmement complexes. Mettre ça dans le génome, c'est comme écrire plusieurs chapitres d'une encyclopédie. Pouf, de nulle part. Ces instructions ne peuvent pas venir d'une lente dégradation d'informations. Alors, quand même, il est possible que de nouveaux traits apparaissent sans de nouvelles informations. Un exemple, les chiens aux oreilles pendantes. C'est un trait qui n'existe pas dans la nature. C'est nouveau. Mais, alors c'est un peu le mystère du génome, il n'y a pas de nouvelles informations. Alors peut-être, je ne sais pas exactement, mais peut-être qu'on a enlevé un gène qui fait la raideur des oreilles. Ce gène a disparu. Donc ça a donné un nouveau trait. Alors, dans le droit fil de ce problème énorme, il y a ce qu'on appelle l'entropie génétique. Qu'est-ce que l'entropie? C'est votre chambre. C'est l'ordre qui tend vers le désordre. En tout cas, c'est ma chambre. C'est un principe observable dans l'univers entier. L'organisé se désorganise. Et pour organiser, il faut de l'énergie et de la volonté. N'est-ce pas, pour ranger les chambres? Et dans le génome, c'est ce qu'on voit aussi.
Chaque génération a au moins une centaine d'erreurs par personne par génération. On peut le mesurer. Ce qui veut dire que chaque génération va accumuler un peu plus d'erreurs génétiques que la génération précédente. Alors, si vous avez une voiture, elle a un point de rouille, ça va, c'est pas un problème, tu peux rouler. Quand elle commence à accumuler beaucoup, le moteur sera touché, elle va tomber en miettes. Et à un moment donné, elle ne roulera plus. Et ça, on peut observer. On peut observer ça chez les espèces. Ça se passe dans toutes les espèces vivantes. Et ce qui est assez intriguant, c'est que toutes les espèces ont à peu près le même niveau de dégradation génétique dans leur génome qui correspond à une origine il y a quelques milliers d'années seulement. L'ADN se dégrade beaucoup plus vite que ce que les scientifiques pensaient il y a quelques années. D'où ces machines moléculaires pour réparer en permanence. Et donc, on peut observer ce qui se passe, cette entropie génétique, cette accumulation d'erreurs dans les bactéries, parce qu'ils se multiplient très très vite. Donc, on a un exemple d'un virus de la grippe. Je ne sais pas si c'est H1N1, peut-être. On peut mesurer le taux de mutation depuis 1918 jusqu'à 2009. Et en 2009, ce petit virus ou bactérie a disparu parce qu'il y avait trop d'erreurs pour qu'il continue. Il est devenu trop fragile. C'est le principe des maladies nosocomiales dans les hôpitaux, c'est des virus qui sont trop fragiles pour survivre ailleurs, parce qu'ils sont un peu corrompus, quelque part. Et ça, ce nombre de générations, 11 000, c'est ce que les évolutionnistes disent sépare le singe de l'homme. Le problème, c'est qu'on voit que l'espèce a disparu, parce qu'elle a accumulé des erreurs. Pour celui qui croit en la Genèse, c'est une explication possible pour les longs âges attribués aux premiers, les patriarches, parce qu'à ce moment-là, très très peu d'erreurs génétiques dans notre génome. Dernière partie avant de faire une pause, ce sont les systèmes à complexité irréductible. Alors, il y a toute une littérature là-dessus. Ce n'est pas seulement l'ADN qui est d'une complexité déroutante. Jusqu'au 19e siècle, les athées étaient quand même un peu embêtés parce que le monde a quand même bel et bien une apparence créée. Il y a un certain William Paley, début 19e siècle, il dit « Si quelqu'un tombait sur une montre en plein milieu d'une lande, il conclurait que quelqu'un avait conçu et fabriqué cette montre. Que ce n'était pas le produit de force aveugle. » Et aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'au niveau moléculaire, c'est plus complexe qu'une montre. Et donc son argument a encore plus de force aujourd'hui. Mais ce n'est pas que ce niveau-là. Il y a beaucoup de systèmes dans le vivant qui sont d'une complexité irréductible. Si on enlève un élément, le tout tombe en panne. Alors, on va commencer avec le moléculaire quand même. Chaque bactérie a un moteur. Ça s'appelle le flagelle. C'est ça qui propulse la bactérie. Vous voyez une image ici de ce moteur. Il est composé d'une vingtaine de composants. Vous enlevez un composant et ça ne marche pas. Ce qui veut dire que là aussi, il a dû apparaître parfait du premier coup pour fonctionner. Pensez à votre œil. Il est dit que l'œil serait apparu dans notre monde au moins 32 fois, séparément, spontanément et de façon parfaite. C'est croire en beaucoup de miracles. On va appeler ça l'évolution convergente. On donne un terme parce qu'on n'arrive pas à expliquer. L'œil le plus simple, pour qu'il soit utile, doit avoir un système dans le cerveau pour lire, interpréter, décoder les informations reçues. Et même la cellule photoréceptrice la plus simple est d'une complexité vraiment déroutante. Et vos yeux sont des merveilles d'ingénierie, capables de voir un seul photon, donc on va dire particule de lumière, jusqu'à, je crois que c'est 10 milliards de fois plus de lumière, c'est la lumière du jour. C'est d'une sensibilité qui est très très loin d'être égalée par les caméras, par tout ce qui est artificiel. Et si on vous parle d'un œil primitif, ne croyez pas ce mot. Ça n'existe pas, un œil primitif. Ça n'existe pas. Les fossiles montrent qu'il n'y a pas d'œil primitif. Je vais vous parler de... Vous connaissez ces plantes-là qui gobent les mouches, les plantes, les dionées attrape-mouches, les plantes carnivores. Alors,
cette plante, il y a un piège. Hein, ces feuilles-là, ça doit fonctionner parfaitement du premier coup. Alors, on a étudié ce piège. Il y a aussi un certain nombre de composants. Par exemple, la forme des feuilles, c'est un peu comme une balle de tennis coupée en deux, et puis, cloc, à un moment donné, ça revient à sa forme. Vous voyez? Et il faut des cils qui sont calibrés très très finement pour capter le mouvement. Il y a un système d'amortisseur à l'intérieur de la feuille pour pas qu'elle claque. Tout ça va être en place en même temps. Parce qu'imaginez des générations qui se succèdent, celle qui n'a pas le système parfait sera éliminée par la sélection naturelle. Et je pourrais multiplier ça par 10 000. Les chercheurs ont écrit à la fin de leur article là-dessus, notre étude nous laisse toujours très perplexes concernant une question, comment un tel mécanisme a-t-il pu évoluer? Je termine avec la reproduction sexuée. La reproduction asexuée, donc on va dire l'autoduplication, est une façon extrêmement efficace de se reproduire. Pourquoi s'embêter à se passer de cette méthode, celle des bactéries, pour passer à une méthode compliquée, parfois dangereuse et porteuse de maladies, voire de mort? Et comment ça s'est fait? Pour que le premier couple s'accouple, il faut déjà que les deux sexes soient parfaitement développés, qu'ils s'imbriquent parfaitement, qu'il y ait un mécanisme pour déchirer les deux brins d'ADN, pour les recoudre dans un nouveau brin, que si c'est un mammifère, que la mère ait une placenta, système sanguin qui circule, c'est pareil. Il faut que le tout arrive du premier coup. Sinon, ça ne marche pas. Donc, c'est une autre question que les évolutionnistes évitent d'évoquer, hein, l'origine des sexes. Et là, comme je dis, on pourrait multiplier les exemples. Je termine pour faire une petite pause. On pourrait parler d'écolocation des chauves-souris, on pourrait parler du sonar des dauphins, la sensibilité électromagnétique des requins, de la photoluminescence, des oreilles, même des os. Même vos os sont hyper complexes à l'intérieur. Je m'arrête. On fait une petite pause. On va avoir un temps de réaction, questions, discussion, pas exclusivement dirigé à moi, pour réagir entre nous. Je vais faire passer le micro, on peut couper les caméras. Sur ce, on va fermer la parenthèse sur le temps et on va revenir dans un instant. Et on va passer par les fossiles. Donc, si la théorie de Darwin est juste, on s'attendrait à trouver dans ce qu'on appelle le registre fossile une séquence de très nombreuses formes intermédiaires entre les espèces. Et c'est exactement ce que nous ne trouvons pas. À l'inverse, on trouve des choses totalement à l'inverse des prédictions de la théorie de Darwin. D'abord, ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Dans les couches sédimentaires les plus basses, donc considérées comme les plus anciennes, il n'y a pas une progression de vie primitive vers le plus complexe. Il y a une explosion phénoménale de vie de toutes les sortes possibles et imaginables. Vie marine, hein. C'est embarrassant pour les darwinistes, il n'y a pas d'explication sérieuse pour ce fait. Et on trouve, vous connaissez ces trilobites. Les trilobites, ils ont des yeux qui sont plus complexes que les yeux de presque tous les animaux marins qu'on trouve aujourd'hui. C'est spectaculaire quand on voit comment ces yeux sont, et tout apparaît de nulle part, soudainement. Ça cale beaucoup mieux avec l'idée de une création rapide. Il y a les fossiles polystrates, c'est quoi? Alors chaque couche géologique est censée représenter des millions d'années. Problème, il y a de nombreux endroits où on trouve des fossiles qui traversent beaucoup de couches, notamment des troncs d'arbres. Si chaque couche représente des millions d'années, comment ça se fait que l'arbre n'a pas disparu au tout début? Un tronc d'arbre ne dure pas des millions d'années. Et on les trouve partout sur la Terre. Il me semble qu'une explication plus logique, c'est une déposition rapide des couches. Et on peut l'observer. On l'a observé récemment en 1980. Le mont Sainte-Hélène, dans l'état de Washington, a explosé et a déposé en quelques jours ces couches qu'on voit ici. Ces couches géologiques, striées, triées. Tout ça, c'est apparu en quelques jours. On a ce qu'on appelle les fossiles vivants. Alors ça, c'est un exemple célèbre, le coélacanthe. C'est un poisson. Alors il a été déclaré comme étant le chaînon manquant entre le poisson et l'amphibie. Et puis on a découvert dans l'océan Indien, bien vivant, un poisson, 68 millions d'années après sa soi-disant extinction. Et il est évident que ce n'est pas une forme intermédiaire, c'est un poisson. Et en fait, cet exemple, je pourrais le multiplier par 10 000, parce que
la quasi-totalité des créatures vivantes aujourd'hui sont aussi des fossiles vivants. C'est juste généralement, on change de nom. Ça, c'est un crocodile qui est censé avoir 138 millions d'années. Il est identique au crocodile d'aujourd'hui. On lui donne un autre nom. Donc le crocodile est un fossile vivant. Le cafard, on dit qu'il reste inchangé depuis 250 millions d'années. Combien de milliards de générations de cafards écrasés? Toujours pareil. Mais la théorie de Darwin dit que les mutations arrivent et changent les choses. Comment est-ce que c'est cohérent? Cette stabilité n'a pas d'explication darwinienne. S'il s'agit vraiment de 250 millions d'années, cette stabilité est inexplicable. Et j'ai parlé tout à l'heure de l'entropie génétique. L'entropie génétique suffit pour mettre en mal cette idée. Plus grave encore, c'est cette absence totale de forme intermédiaire. Alors, cette théorie prédit un foisonnement de créatures intermédiaires. Et en 160 ans de fouilles, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et les tenants de la théorie essaient de présenter les fossiles comme intermédiaires, mais c'est vraiment du bluff. Un exemple, la baleine. Voilà, c'était juste avant. C'est ce qu'on va présenter dans les manuels. Ce qu'on ne dit pas, c'est que ces formes-là n'ont absolument rien à voir par la taille ni par l'endroit où on les trouve. C'est fabriqué, je suis désolé, mais par contre on trouve des fossiles de baleines qui sont identiques aux baleines d'aujourd'hui. Et on pourrait aussi... oui, la baleine, un mammifère qui vit dans l'eau, combien de formes intermédiaires pour qu'un mammifère devienne animal marin? Beaucoup. Et il n'y a rien de crédible comme forme intermédiaire. Entre les lézards et les oiseaux, on présente l'Archéoptérix. Ça n'a rien d'une forme intermédiaire. Juste parce qu'il y a des griffes sur ses ailes. Il y a un oiseau, je crois que c'est au Mexique, le huetsil, qui a aussi des griffes sur les ailes. C'est parfaitement un oiseau. Même aujourd'hui, les meilleurs spécialistes non créationnistes disent que en fait, non, l'Archéoptérix n'est pas une forme intermédiaire. Nous n'en avons pas entre lézards et oiseaux. Rien. Et aujourd'hui, il n'y a pas de fossilisation visible. On ne voit pas ce processus. C'est un phénomène qu'on n'observe pas. Et ce n'est pas un processus qui dure des milliers ou des millions d'années. Là où on trouve des fossiles, on trouve beaucoup de signes d'un ensevelissement rapide et catastrophique. On trouve par exemple des méduses fossiles. J'ai perdu la diapo. La méduse, elle dure combien de jours sur une plage? Il faut qu'elle soit fossilisée très rapidement. On trouve des poissons en train d'accoucher. On trouve des poissons en train d'avaler un autre poisson. Ça s'est fait très vite. Pouf, figé, comme ça. Et les fossiles devraient être extrêmement rares. Parce que le processus de fossilisation n'est pas observé. Leur abondance plaide vraiment en faveur, je crois, d'un déluge universel. Du même le fait qu'on trouve des poissons tout en haut des montagnes. Ça, c'est quelque chose qu'on peut prédire à partir de la Genèse, mais pas à partir des théories actuelles de l'évolution. Je n'ai pas le temps d'aller plus loin sur les fossiles, c'est intéressant, mais on passe à des fausses prédictions et une fausse science de la foi, c'est une foi darwinienne. Les prédictions de cette théorie sont régulièrement faussées par la science opérationnelle. Et j'ai réfléchi, je ne vois pas une seule innovation technique ou scientifique utile qui vient d'une foi au darwinisme. Pourquoi est-ce que ça a avancé les choses utiles? Je ne vois rien. Mais il y a des exemples de fausses sciences, beaucoup. Par exemple, 19e siècle, on dit notre corps contient 140 organes vestigiaux, des vestiges de notre passé, des reliques de nos ancêtres. Chose inutile. Aujourd'hui, le nombre est de 0. Et on a trouvé une fonction pour tout ce qui existe dans notre corps. Des fois, c'est difficile, mais je peux raconter après, l'appendice, les amygdales ont une fonction. Même les dents de sagesse, on peut en parler si vous voulez. Certaines fonctionnalités ont peut-être été perdues, qu'on a parlé de cette perte d'information, et il y a des changements d'alimentation qui peut-être expliquent une raison. Enfin, les dents de sagesse sont moins utiles aujourd'hui que ce qu'elles étaient il y a 2000 ans.
Mais ça n'a rien à voir avec la macroévolution. Similaire, on parle du... Alors en anglais, on dit junk DNA, c'est l'ADN pour la poubelle, inutile. Quand on a commencé à travailler sur le génome, on n'arrivait pas à comprendre la fonction de la majorité du génome. Donc on a dit, ah, ça sert à rien, c'est un vestige du passé, de l'évolution. Bah, surprise, aujourd'hui on découvre qu'en fait, c'est utile. Et maintenant on sait à 90% de l'utilité de ce ADN soi-disant inutile. La théorie de Darwin a ralenti les recherches scientifiques, parce qu'on dit non, non, ça sert à rien. La foi en un créateur pousse plutôt à dire notre créateur a créé ça, c'est donc utile. Donc on va découvrir quelle est sa fonctionnalité. Donc c'est plus utile scientifiquement de croire en Dieu. Selon moi. Les drosophiles, les mouches à vinaigre, vous les connaissez, hein, les fruits qui se multiplient très très vite. Laissez un fruit pendant quelques jours, vous aurez des drosophiles. Alors on a fait naître dans des laboratoires des milliers de générations de mouches à vinaigre. Et on a accéléré un petit peu les mutations génétiques avec de la radiation. Pour essayer de les faire évoluer. Bah, qu'est-ce qui se passe? La quasi-totalité des mutants sont stériles, donc ne transmettent pas leur gène, et toutes les mutations qu'on a observées ont fait du mal. Donc c'est à l'inverse de la théorie de Darwin. Encore une fois, des millions de générations et des millions d'erreurs n'ont produit aucun résultat qui va dans le sens d'une progression. Donc, la science opérationnelle plaide en faveur de la création, je trouve. Récemment, on a découvert que les drosophiles, ces mouches à vinaigre, ont de l'ADN en commun, beaucoup d'ADN, avec les souris. Et ça a beaucoup étonné les darwinistes. La théorie ne prédisait absolument pas ça, parce que il dit qu'il y a 600 millions d'années entre l'ancêtre commun de la souris et de la mouche à fruits. Normalement, 600 millions d'années, plus rien d'ADN en commun. Donc ils étaient étonnés. Moi, ça ne me surprend pas. Si c'est pour une fonction utile, pourquoi pas avoir la même conception, s'il y a un concepteur. Similitude de fonction, similitude de génétique, il n'y a pas de problème pour moi. Il y a eu beaucoup de fraudes et de fausses sciences pour promouvoir cette religion. C'est un exemple assez connu, l'homme de Piltdown. Il était mis en avant pendant 40 ans comme l'ancêtre de l'homme. Et puis elle a été exposée comme une fraude. Quelqu'un a pris un crâne d'homme, un mâchoire d'orang-outan, il avait limé les dents, il les a décolorées, hop, on a un ancêtre de l'homme. Et en fait, ce qui était grave, c'était de voir à quel point c'était quand même facile de jeter la poudre aux yeux à un bon nombre de scientifiques pendant longtemps. Ils y ont cru parce qu'ils voulaient. Il suffisait de regarder de près les dents. Et il y a beaucoup de répétitions de choses qui ont été prouvées comme fausses, aussi par les évolutionnistes. Hein. C'est un autre exemple classique, c'est les embryons de Haeckel. C'est un Allemand, 19e siècle. Il a créé une série de dessins faussés pour montrer que les embryons de toutes ces espèces récapitulent les étapes de l'évolution passée. Et ces illustrations, après quand on les compare avec des photos, on voit que ça n'a pas grand chose à voir. Il a quand même pas été honnête. Et on les retrouve dans les manuels jusqu'à aujourd'hui. Alors que ça fait 80 ans que les évolutionnistes aussi disent non, c'est pas juste. Mais ça apparaît toujours. Alors, là aussi, on pourrait encore dire beaucoup de choses. Je termine par la partie argument avec quelques éléments sur l'âge de la Terre. Le darwinisme a un Dieu à double tête. Les deux têtes sont le temps et le hasard. Pour que la théorie fonctionne, le temps doit être immense. Parce qu'avec le temps, tout est possible. Donc, il y a une très forte volonté de donner un âge très élevé à la Terre. Parce que si... Alors, de notre côté, si on croit en Dieu, on peut croire que la Terre a des millions d'années. Mais si on est darwiniste, on ne peut pas croire qu'elle a quelques milliers d'années. Ça, c'est exclu. Alors, comment mesurer l'âge de la Terre? Il n'y a pas d'horloge universelle. Donc, comment on fait? C'est par déduction.
Et on présuppose qu'un certain nombre de processus naturels se déroulent de façon uniforme depuis toujours. Ce qui est parfois problématique. Alors, il y a environ 180 façons de mesurer l'âge de la Terre. Toutes ces façons donnent un âge différent. Mais la majorité donne un âge en milliers et non pas millions. Mais on va prendre celle qui donne la plus longue date, 4,5 milliards d'années, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Je vais donner quelques exemples de datation qui donnent un âge beaucoup plus jeune. Numéro 1. On a déjà marqué ça un peu, enfin relevé ça, l'homogénéité génétique de toutes les espèces vivantes. Moi, je suis différent de fait de 0,01% de mon génome. Très très peu, et c'est à peu près similaire pour les autres espèces. Très peu de différence. Les os de dinosaures non fossilisés. On a trouvé des os de dinosaures non fossilisés, avec du sang, globules de sang visibles. Voilà quelques photos. Comment ça a survécu pendant des millions d'années? De même, on a pu faire la datation carbone 14 des fossiles dinosaures. La datation carbone est valable jusqu'à peu près 50 000 ans. Après, ce n'est plus valable parce qu'il n'y a plus assez de carbone 14 pour dater. Mais on a trouvé dans tous les fossiles qu'on a envoyés comme échantillons dans les laboratoires. Comment ça se fait? On dit c'était contaminé, tout était contaminé de façon identique. On trouve aussi l'ADN fossile. On a dit que l'ADN se dégrade très vite, en moins de 10 000 ans, avec le taux qu'on peut observer. Il ne devrait plus rien rester d'ADN, mais on en a trouvé. C'est une feuille d'arbre, on a trouvé de l'ADN. Et on dit que cette feuille a 20 millions d'années. Comment ça se fait? La population mondiale. Si l'homme existe depuis 250 000, 500 000 ans, sa population aurait dû exploser il y a très longtemps. Et on devrait trouver des fossiles humains partout. Alors si on tient compte des guerres, des famines, des épidémies, etc., on peut estimer un taux de doublement de la population dans l'histoire, avant l'ère moderne, d'environ, estimation basse, 0,5 et 1% par an. Avec ce taux-là, la population mondiale aurait doublé seulement 32 fois depuis le premier couple, et on arrive, si on extrapole, à une origine il y a 6300 ans. Et ça, ce sont des choses qu'on peut assez bien observer. On sait à peu près la population mondiale à l'époque de Jésus, on la connaît aujourd'hui. C'est très difficile d'expliquer pourquoi pendant, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'années, il n'y a pas eu de croissance démographique de l'homme. C'est extrêmement difficile d'expliquer. Niveau de sédiments dans les océans. Je suis là. Je vais peut-être oublier. Chaque année, les fleuves déposent dans les océans du sédiment. Avec le taux actuel qu'on peut observer, en quelques 10 millions d'années, les océans sont pleins. Où est parti tout ce sédiment? De même, le taux d'érosion des montagnes. Alors, je ne sais pas où je suis dans mes numéros là. Ah, j'ai oublié, mais c'est pas grave. Il y en a tellement. Voilà, on va passer à la suite. Donc, si on voit le taux moyen d'érosion des montagnes aujourd'hui et le taux moyen de soulèvement des montagnes, on arrive au fait que, avec ce taux d'érosion observable, en moins de 10 millions d'années, il n'y a aucune montagne. Tout est totalement plat. Comment ça se fait? On peut prendre aussi un exemple de la Lune qui s'éloigne progressivement de la Terre. Il y a 1 milliard d'années, elle aurait été dans la Terre, au rythme actuel. Datation par éléments radioactifs. Je sais que c'est peut-être un peu fastidieux, mais lorsqu'on date un rocher, on utilise le potassium-argon, et on dit voilà, ça a X millions d'années. Problème. L'éruption volcanique, on connaît la date, 1963, et puis on fait cette datation, ça a 5 millions d'années. Mais non, on sait que c'est sorti en 63. Et, alors là c'est un peu technique, mais je fais rapidement. Je trouve ça très intéressant. On trouve ces petites auréoles de radioactivité dans du bois pétrifié.
Qu'est-ce que c'est? C'est un élément radioactif qui s'est décomposé. Donc là, je crois que c'est le polonium 218 qui s'est désintégré par étapes. Et on peut savoir quel était l'élément d'origine en comptant le nombre d'anneaux. Exemple, le polonium forme 3 anneaux. On connaît la rapidité de désintégration de cette particule, hein, c'est un constant, c'est 138 jours, demi-vie. On sait que ces auréoles ont dû se former en moins de 4 ans. D'accord? Vous me suivez jusqu'à là? Ok. Et que la fossilisation du bois a dû se produire en moins de 4 ans pour préserver cette chose. Vous suivez? Voilà. C'est plutôt un argument en faveur d'un déluge. Et on trouve ça partout. Alors, encore 2, et puis je reste tranquille. Flat caps, c'est-à-dire les discontinuités uniformes dans les couches sédimentaires. On a dans beaucoup d'endroits, comme le Grand Canyon par exemple, des couches qui sont plates comme des crêpes, et où il n'y a aucune trace d'érosion pendant des millions d'années. Normalement, il devrait y avoir, comme cette ligne pointillée là, de l'érosion. Oups, je suis allé dans le mauvais sens. On devrait voir quelque chose comme ça, d'inégal, et on trouve plat comme une crêpe. Si ça s'est fait rapidement, ça se comprend. Sinon, ça ne se comprend pas. Et on trouve ça partout sur la Terre. Et enfin, on va partir dans l'espace. Alors, on va parler des supernovas. Donc, certaines étoiles, à la fin de la vie, gonflent et explosent. Hein, ça devient des supernovas. Et selon la théorie évolutionniste du temps, de l'univers, on devrait trouver dans nos galaxies 3 niveaux de supernovas. C'est un peu comme le premier, l'enfant et le petit enfant, pour simplifier. Selon l'âge qu'on prête à notre galaxie, on devrait trouver 5000 environ petits-enfants. Hein, des supernovas de 3e étape. On n'en trouve aucun. On trouve un nombre qui correspond à ce qu'on pourrait s'attendre à voir si l'univers a quelques milliers d'années seulement. Alors tout ça pour vous... Je ne suis pas sûr de vous avoir convaincu qui que ce soit, mais je vais juste démontrer 2 choses. C'est que nous avons des mentalités qui se forgent, des présuppositions qui se forgent sur des années, des paradigmes. Et on rentre nos croyances dans des paradigmes. On dit voilà, ça doit coller là. On insère selon un schéma, un cadre auquel on croit. Je donne un exemple. Vendredi, j'ai lu un article dans un journal anglais, qui s'appelle The Guardian. Alors on a trouvé en Chine une quantité de fossiles extraordinaire. Alors, j'ai lu l'article. 5 fois, il parle de l'évolution sans donner la moindre explication de comment ça se fait qu'on a trouvé autant de différentes variétés tout de suite dans les couches géologiques. 2 fois, on parle d'espèces primitives. Et quand tu regardes les espèces, c'est une crevette comme aujourd'hui. C'est primitif ça? Pour moi, c'est la poudre aux yeux. C'est franchement la poudre aux yeux. Donc, je pense que, pour revenir un peu à la question de Jojo, c'est légitime de questionner les présuppositions de base de chacun. Les nôtres, celles des personnes avec qui nous discutons. Quelles sont nos présuppositions de base? La difficulté, c'est que, oui, on peut donner l'impression qu'on s'attaque à la foi d'une personne. Et la personne peut trouver ça très désagréable. J'ai remarqué dans tout ce qui est écrit sur Internet, et même pas juste Internet, hein, pour réfuter les thèses créationnistes, on parle très rarement de vrais arguments, mais c'est souvent des attaques personnelles, des insultes, vous n'êtes pas les vrais scientifiques, etc. C'est un niveau très bas dans l'argumentation. Hein. Il y a des niveaux d'argumentation. Le plus haut niveau, c'est de réfuter le problème explicitement. C'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui. Mais la plupart des contre-attaques sont « ouais, vous êtes des nuls, vous ne comprenez rien à la science ». La deuxième chose que j'espère que j'aurai au moins démontré, que les gens qui ont la foi
en Dieu et en sa création, et aussi en une création littérale, ne sont pas des nuls. D'accord? Si je vais au moins laisser ça. C'est qu'il y a des alternatives au modèle dominant actuel. On ne rejette pas la science. Ce n'est pas un rejet de la science. Au contraire, je crois fondamentalement que la science, telle que nous la pratiquons, est très très intéressante, mais qu'il y a un paradigme qui n'est pas utile et qui n'est pas juste, et que je remets en question. Dernier point, les conséquences de tout ça. Je crois que ce que nous croyons sur nos origines a un grand impact sur le sens que nous donnons à notre vie. Qu'est-ce que l'homme, notre place dans l'univers? Quel sens donner à l'histoire dans laquelle nous sommes plongés? La foi en Darwin a beaucoup de conséquences possibles. Alors, une qui me saute aux yeux, c'est un a priori négatif sur l'évangile. Pourquoi? Il n'y a pas de péché dans le darwinisme. Il n'y a pas de responsabilité morale. Tout est hasard. Personne n'est responsable devant Dieu. Le bien est défini comme la survie du mieux adapté. Donc, ce qui découle naturellement de cette foi, c'est par exemple l'eugénisme. Éliminer les plus faibles. Afin de progresser plus vite. Donc, ce n'est pas un problème d'éliminer les faibles. Les chambres à gaz, Hitler, était un fervent darwiniste. Il voulait améliorer l'espèce humaine en éliminant les juifs, les tziganes, les homosexuels, etc. C'était en adéquation avec sa foi. Aujourd'hui, on n'a pas de scrupule à éliminer avant la naissance les embryons d'enfants qui présentent des maladies génétiques. On décide qu'ils ne méritent pas de vivre. Alors, je ne veux absolument pas dire que les évolutionnistes sont des monstres, c'est pas ça. Juste que nos croyances ont des conséquences. Et parmi les conséquences de la croyance que nous sommes des créatures, voulues, pensées, conçues par Dieu, il y a de bonnes choses, de l'admiration pour notre Créateur, il y a une réceptivité à ce qu'il a à nous dire, il y a une idée claire de notre destin. De croire que non, nous ne sommes pas le produit du hasard. Nous sommes aimés et voulus. Dieu nous attend, il a laissé des traces dans sa création comme un artiste qui a signé son tableau. À nous de les lire. Merci de votre attention. J'espère que ce n'était pas trop long. Nous arrivons au deuxième temps de questions. On va prendre 15 minutes pour des questions-réactions. Merci d'avoir été patient.